à quel point on ne peut pas faire l'impasse sur cet aspect-là, parce que c'est déterminant pour le salut de la France. J'essaie de démontrer cela. Mais, bien sûr, je comprends aussi que, pour beaucoup, au vu de la situation, au vu notamment de ce qui est le phénomène de submersion migratoire, eh bien, certains ne voient plus la vie politique qu'à travers ce prisme-là. Et pourtant, même dans ce domaine, il me semble que c'est à travers une analyse catholique, à travers des solutions catholiques, que l'on pourra répondre efficacement à ce problème-là, comme à tous les autres. Je vais essayer de vous démontrer que la doctrine catholique offre non seulement une analyse juste et équilibrée, mais aussi les réponses, les solutions pour retrouver le salut que l'on voudrait voir être celui promis à la France et aux Français. Mais donc pour agir utilement, encore faut-il identifier l'origine des problèmes, des maux que nous dénonçons, remonter à la cause. J'aime, dans mes exposés, souvent citer Bossuet, qui disait « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Et Dieu sait qu'aujourd'hui, même dans la famille dite nationale, on a tendance à n'observer les maux que d'un point de vue strictement superficiel et à chérir effectivement les causes dont on déplore les effets. Alors permettez-moi d'abord de rappeler chronologiquement quelques faits pour déjà parler de cette problématique migratoire et ensuite revenir plus largement vers l'ensemble des mots et voir comment le catholicisme peut y apporter des solutions. Remontons donc dans le temps. En juillet 1970, un certain Edmond de Rothschild, fondateur de la section européenne de la Commission trilatérale, déclarait lors d'une interview « Le verrou qui doit sauter à présent, c'est la nation ». Durant ces mêmes années 70, le haut patronat cosmopolite commençait à faire venir des immigrés pour disposer d'une main-d'œuvre qu'ils pourraient payer moins cher que les ouvriers français. En 1975, une certaine Simone Veil, ministre de la Santé, n'y voyez pas nécessairement des raccourcis, mais je cite des noms qui établissent un schéma général qui explique certains éléments de la situation. Cette Simone Veil, ministre de la Santé, faisait passer une loi légalisant l'avortement. Et depuis lors, ce sont 225 000 femmes qui se font avorter chaque année en France. 225 000 selon les chiffres officiels. À la suite de quoi, le même haut patronat cosmopolite réclame plus d'immigrés pour compenser la dénatalité, occuper les postes professionnels vacants et payer nos pensions. Car bien sûr, c'est une évidence, les immigrés que vous voyez arriver en ce moment sur notre continent et à l'intérieur du territoire français, vous les voyez tous, sont promis à payer nos pensions. Ça se lit sur leur faciès, on sent bien qu'ils n'ont qu'une hâte, c'est de découvrir un emploi qui va leur permettre de payer vos pensions. Mais, trêve de plaisanterie, ce sont les mêmes sornettes qui sont régulièrement répétées aussi par l'ONU, un organisme supranational qui nous vante à la fois la nécessité de répandre l'avortement et la contraception d'une part, et d'autre part qui nous décrète que pour compenser la dénatalité qui frappe le continent européen
à cause précisément de l'avortement, il faut faire venir sans cesse plus d'immigrés. Je continue la description chronologique. En 1976, toujours à la demande de ce patronat cosmopolite, nous avons la France dont Valéry Giscard d'Estaing était le président et Jacques Chirac le Premier ministre, c'est-à-dire ce qui était considéré comme la soi-disant droite, qui transforme par décret l'immigration de travail en immigration de peuplement. Jusqu'alors, les immigrés étaient autorisés à résider en France le temps de la durée de leur contrat de travail. À partir de 1976, les immigrés présents sur le sol français peuvent organiser le regroupement familial sur le territoire français, ce qui signifie donc s'y installer définitivement. J'avance dans le temps. En 2009, lors d'une conférence, le mondialiste Jacques Attali, membre du Congrès juif mondial, conseiller permanent à l'Élysée, quelle que soit la couleur du président de la République, qu'il s'agisse du socialiste Mitterrand, de l'UMPiste Nicolas Sarkozy ou du multicouleur Emmanuel Macron, eh bien, Attali est toujours le conseiller, celui qui parle à l'oreille du président. Et donc en 2009, ce Jacques Attali déclare, je cite, c'est une réunion du Congrès juif mondial qui se tient à Londres, il déclare, je cite, que la bourgeoisie juive anglaise finance des imams et appelle les juifs de France à contribuer à l'émergence d'un islam bourgeois de France. Dès 2012, il apparaît que les 3 propriétaires des sociétés essentielles du marché halal en France sont juifs, sionistes, ce dont la Ligue de défense juive se réjouit par un tweet le 24 août 2014. En 2013, vous avez le rabbin David Tuitou qui déclare publiquement lors d'une de ses conférences de formation messianique: c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle. Parce que, continue-t-il à expliquer dans ce cours talmudique, eh bien, l'islamisation de la France et de l'Europe doit précisément permettre l'aboutissement du plan messianique. Depuis 2015, vous avez le milliardaire cosmopolite George Soros né Schwartz qui finance les vagues migratoires qui déferlent sur l'Europe. En septembre 2016, George Soros avait annoncé avoir débloqué 500 millions de dollars pour favoriser l'immigration vers l'Europe. En octobre 2016, dans le journal allemand Die Welt, George Soros demandait à l'Europe de consacrer 30 milliards d'euros par an pour accueillir toujours plus d'immigrés. Le 1er novembre 2015, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán avait dénoncé une conspiration contre les nations européennes et pointé le rôle de ce George Soros. Mais pour les médias, il n'y a pas de conspiration, il n'y a que des complotistes. Ainsi, le grand remplacement serait un fantasme de conspirationniste, selon les médias. Et vous avez même aujourd'hui des officines du Monde et de Libération
ces journaux on ne peut plus bien pensants, garants d'une vérité, c'est évident. Rappelez-vous que dans les années 70, Le Monde et Libération défendaient la pédophilie, donc évidemment ce sont sans aucun doute des journaux qui font référence en matière d'analyse des fake news. Or donc, ils nous disent que le grand remplacement, eh bien ce serait un fantasme de conspirationniste. Pourtant, le grand remplacement est bien un concept officiel des Nations Unies, comme en témoigne un rapport de 143 pages émanant du département des affaires économiques et sociales de l'ONU, daté précisément de juin 2000, intitulé, je cite, « La migration de remplacement est une solution au déclin et au vieillissement des populations ?» Point d'interrogation. Si la question apparaît dans le titre, il n'est plus question d'une interrogation dans le contenu, mais bien d'une affirmation. Ce rapport de l'ONU indique que d'ici 2050, l'objectif est de tripler au minimum le nombre de personnes vivant en Europe. Le rapport de l'ONU explique que dans ces conditions, 3 personnes sur 4 vivant en Europe seraient alors issues de l'immigration récente. 3 personnes sur 4 en 2050. Et le terrorisme islamique. Rappelons qu'en 2013, Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, disait à propos du front Al-Nosra, la branche d'Al-Qaïda, qu'il faisait du bon boulot. Ajoutons encore qu'en mars 2015, la télévision israélienne I24, celle qui appartient à un certain M. Drahi, qui est ici en France propriétaire de tant de sociétés, de téléphonie, de médias, etc., a reconnu que des combattants djihadistes viennent se faire soigner dans les hôpitaux israéliens. Bref, pour combattre l'immigration, il faut comprendre que celle-ci est orchestrée dans le cadre d'un plan mondialiste qui veut organiser le chaos, pousser à une situation de guerre civile en Europe, à la suite de quoi une force armée internationale, onusienne, viendrait prétendre nous libérer, bien sûr, une fois de plus, nous libérer pour légitimer l'instauration d'un gouvernement mondial dont Jacques Attali a maintes fois répété que la capitale serait Jérusalem. C'est ce même mondialisme qui, depuis des décennies, a contribué à féminiser l'homme européen. Comme il semble en effet loin, le temps où la France célébrait ses héros des guerres du XXe siècle, d'Indochine, d'Algérie, etc. Comme il semble loin le temps où la famille nationale, la droite nationale, honorait quelqu'un comme Roger Olindre, qui avait un discours franc, qui parlait avec ses tripes, qui n'avait pas une langue de bois pour évoquer la situation de la France. Aujourd'hui, englué dans le marécage des valeurs républicaines, sacro-saintes, valeurs républicaines selon la nouvelle religion des droits de l'homme, eh bien la France soumise ne rend plus honneur à ses héros, elle applaudit les travelots, elle multiplie les gay pride, et elle va même, comme nous l'avons vu hier à la télévision et sur les écrans d'Internet, elle va même jusqu'à inviter à l'Élysée, invité par le pouvoir, invité par Brigitte et Emmanuel, nos dirigeants, ceux qui conduisent les destinées de la France, eh bien, oui, invités à ce que l'Élysée se transforme en une nouvelle Sodome,
où pour la fête de la musique, on met à disposition ce bâtiment hautement symbolique au profit d'une afro-techno-LGBT soirée, Pride, ce que sais-je, où une horde de personnages indescriptibles, habillés, vêtus comme pour animer un char de drag queen lors de la prochaine Gay Pride, se dandinent en banilon sur les marches de l'Élysée autour d'un DJ qui porte un t-shirt, un maillot sur lequel il était écrit « Fils d'immigrés, noirs et pédés ». Ah, quelle belle devise pour la République de 2018! Voilà les symboles mis à l'honneur par la République maçonnique dégénérée, décadente en 2018. Voilà l'image que projette la France à la face du monde. Voilà ce qu'est devenue la France, autrefois fille aînée de l'Église. C'est ça, cette espèce de cloaque qui est organisée par ceux qui détiennent le pouvoir en France aujourd'hui. Alors, pour en revenir à la question de l'identité, la France ne pourra être sauvée que si elle retrouve la force morale et spirituelle qui réveille l'âme d'un peuple. C'est la République maçonnique qui a livré la France au cosmopolitisme. Comme par le passé, avec Charles Martel, Sainte-Geneviève, Sainte Jeanne d'Arc, c'est la France catholique seule qui la libérera. Il n'y a pas d'autre voie. Car les maux que nous subissons ne se limitent pas à l'immigration. Et si cette immigration parvient si facilement à nous submerger, c'est parce que la France est depuis bien longtemps malade, empoisonnée par les forces de l'anti-France. Je voudrais me permettre de vous rappeler une citation. Elle est d'un évêque. Je le cite, « Vous qui êtes chef de famille, vous avez une grave responsabilité dans votre pays. Vous n'avez pas le droit de laisser votre pays envahi par le socialisme et le communisme. Vous n'en avez pas le droit ou vous n'êtes plus catholique. Vous devez militer au moment des élections pour que vous ayez des maires catholiques, des députés catholiques et qu'enfin la France redevienne catholique. C'est faire de la bonne politique. La politique comme l'ont fait les saints, comme l'ont fait les papes qui se sont opposés à Attila, comme Saint Rémy qui a converti Clovis, comme Jeanne d'Arc qui a sauvé la France. C'est de la politique, cela aussi. Ces mots ont été prononcés par Monseigneur Lefebvre lors de son jubilé sacerdotal du 23 septembre 1979. Et ces mots sont toujours bien d'actualité. Seuls les périls devraient-ils être complétés en ajoutant au socialisme et au communisme le mondialisme, ce fléau multiforme d'aujourd'hui, qui livre notre pays à l'invasion migratoire, soumet notre économie aux intérêts de multinationales, remplace les souverainetés nationales par une gouvernance mondiale et fait de nos contemporains des êtres déracinés, sans Dieu, sans patrie, sans famille. Voilà pourquoi Civitas a estimé devoir faire de la politique et lancer un appel à tous les catholiques français pour qu'ils militent pour une politique catholique. Alors, je précise,
Parce que parler de politique aujourd'hui, c'est équivoque, c'est ambigu au vu de ce qu'est devenu la politique aujourd'hui. Il ne s'agit bien sûr pas pour nous de participer à la danse du ventre de la prostitution électoraliste, ni de rêver aux ors de l'Assemblée nationale, mais de profiter des tribunes politiques pour faire entendre une voix authentiquement catholique et patriote et dire aux Français la vérité, rien que la vérité, mais toute la vérité, y compris lorsqu'elle est difficile à entendre, y compris lorsqu'elle fait mal, mais parce que parfois il faut planter le fer dans la plaie, le fer bouillant dans la plaie, pour se débarrasser des miasmes qui pourraient entraîner la gangrène fatale. Hélas, aujourd'hui, nous en sommes là. Dans le contexte actuel, dire la vérité, c'est déjà une étape très importante, indispensable pour atteindre les âmes et réveiller les consciences. Civitas a cette ambition de s'adresser au pays réel, de lui mettre sous les yeux le diagnostic de son état de santé alarmant et lui proposer un remède de cheval, restaurer une France catholique. Seul moyen d'éliminer toutes les tumeurs qui rongent et oppriment notre peuple, notre pays, notre continent. Nous voulons remettre en cause le système même, cette république maçonnique perverse, antichrétienne, ces spéculateurs, ces usuriers, ces lois mortifères, sa préférence étrangère, sa gabegie, ses mensonges, sa tyrannie, sa vassalité à des puissances étrangères, à des puissances financières internationales. Nous voulons y opposer la France des terroirs et des clochers, l'ordre naturel, la moralité, le patriotisme, la préférence nationale, le bien commun, la bonne gestion, la justice sociale, le retour au réel. Nous voulons revaloriser la famille, la natalité, la ruralité, la paysannerie, l'artisanat, le petit commerce et la petite industrie. Si les catholiques entraient ainsi dans la vie politique, ce ne serait pas pour approuver ce qu'il y a de blâmable dans les institutions modernes, mais pour faire passer dans toutes les parties de l'organisme social comme une sève féconde, un sang réparateur, la sagesse et la vertu du catholicisme. À l'image de ce que réalisèrent des modèles politiques tels que Garcia Moreno, qui fut président de l'Équateur, ou Salazar, président du Conseil au Portugal, pour ne citer que. Je veux donc vous mettre en avant les points que Civitas a mis à son programme. C'est incontestablement très différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre lors des émissions politiques, des débats, des campagnes électorales. Ce n'est ni ce que vous entendrez dans la droite molle, ni au sein de la fausse mouvance nationale qui s'est désormais déculottée, soumise, vendue, prostituée, qui ne veut absolument rien remettre en cause des fondements même des maux que nous subissons.
Alors, tenez-vous bien parce que, évidemment, les points que je vais énumérer sont radicalement hors du schéma qui est celui de notre personnel politique d'aujourd'hui. En premier point, c'est bien sûr volontairement que nous l'avons mis en premier point, nous voulons l'abrogation de la loi de séparation des églises et de l'État et le rétablissement du catholicisme comme religion d'État. Nous le voulons pour de multiples raisons. Mais voilà bien la seule véritable solution pour nous débarrasser définitivement de la question de l'islamisation. La France redevenue catholique, le catholicisme redevenu religion d'État. L'UOIF, le CRIF et le Grand Orient peuvent faire leurs valises, croyez-moi. Bien sûr, je vous parle ici d'un retour à un véritable catholicisme. Pas d'une version frelatée, pas d'une version qui tente de trouver des accommodements avec les puissances mondialistes. Mais réfléchissez bien à cela. Parce que pour beaucoup, cette revendication de rétablir le catholicisme comme religion d'État, ça leur semble totalement irréel. C'est comme si je me présentais à eux comme un extraterrestre. Je dirais même mieux, c'est le remake du film Les Visiteurs. Vous voyez, j'apparais en disant à la télévision « Je prône le rétablissement du catholicisme comme religion d'État », eh bien, je dois à peu près avoir pour le téléspectateur moyen et pour 99,99% des journalistes l'image de Jean Reno en armure débarquant sur une autoroute. Mais oui, sincèrement, réellement, si on accepte de réfléchir à la question, sans a priori, sans tabou, songez que ce remaniement-là est fondamental et change totalement la donne. Totalement. Le catholicisme redevenu religion d'État, c'est l'ensemble des décisions qui conduisent notre destinée qui s'en trouvent modifiées. C'est l'ensemble du paysage de notre quotidien qui en est métamorphosé. C'est immédiatement d'autres latitudes qui s'offrent à celui qui détiendrait le pouvoir. Parce que il n'y a plus, volontiers, il n'y a plus à ce moment-là, merci beaucoup, il n'y a plus à ce moment-là la moindre nécessité de faire référence à une quelconque neutralité, égalité, que sais-je, plus besoin de chercher des formules qui doivent permettre à chacun d'y trouver son compte au nom d'une pseudo-égalité. Le catholicisme redevenu religion d'État, vous ne vous demandez plus si il faudra, oui ou non, autoriser de nouvelles constructions de mosquées, faire des accommodements pour le ramadan dans les entreprises, ou que sais-je. Parce qu'à partir du moment où le catholicisme est religion d'État, les autres croyances ne sont que tolérées. Ça signifie que, eh bien, il n'y a plus de raison pour le pouvoir de laisser se multiplier ni les prières musulmanes de rue, ni les allumages de cierges pour Hanouka.
Cela veut dire qu'en mairie, il n'y aurait plus de nécessité ni d'organiser une soirée de rupture du jeûne pour l'Aït, ni d'organiser un petit cocktail pour le Nouvel An juif. Cela rabat complètement les cartes. Nous changeons complètement l'identité de la France. Elle n'est plus à ce moment-là cette république maçonnique qui met toutes les croyances sur un même pied d'égalité. Il y a à ce moment-là le vrai et le reste. Et parce que le vrai mène au bien, il doit prédominer, c'est normal, c'est naturel. Parce que le vrai, il mène au salut. Le faux, non. Alors, donc, vous voyez comme cette mesure qui a l'air, a priori, si irréaliste, est en réalité tant déterminante. Alors, en deuxième point, nous proposons l'abrogation de la loi Taubira, ayant autorisé le mariage entre personnes de même sexe. Et comme nous sommes vraiment d'irréductibles malpensants, nous réclamons même une clause de rétroactivité annulant les soi-disant mariages homosexuels et tous leurs effets. Alors j'entends bien sûr déjà me dire « mais c'est impossible, vous n'y pensez pas, c'est abominable en plus d'être impossible, juridiquement. » Mais à se fixer des limites selon des règles imposées par nos adversaires, sauver la France est alors également impossible. Nous ne sauverons pas un pays moralement gangréné par de simples plâtres. Nous ne sauverons la France que si nous la transformons de fond en comble pour la rendre véritablement catholique dans ses institutions, catholique dans la rédaction de ses lois, catholique dans la moralité qui structure la société. Et, soyons sérieux, envisagerait-on un seul instant que c'est une armée formée de transgenres, de travestis et d'autres duos de même sexe amourachés qui défendraient nos frontières demain s'il le fallait? Pense-t-on que c'est avec de telles mœurs que l'on forge un caractère qui doit permettre d'encaisser les chocs d'un pays à l'agonie et lui permettre de se relever, de se redresser, le reconquérir par la force si nécessaire? Non, pas un seul instant, n'est-ce pas? Ce n'est pas ceux qui défileront prochainement à Paris pour leur Pride que vous envisageriez comme ceux qui vous défendraient si demain cela deviendrait nécessaire pour la survie de votre nation. Alors, le point suivant. Nous prônons l'abrogation de la loi Veil et l'interdiction de l'avortement. Oui, là aussi c'est une mesure bien sûr radicale, mais quelle est donc cette société qui tue des enfants innocents dans le ventre de leur mère et qui préserve la vie des pires assassins? Songez quand même à l'hypocrisie de cette société. Aujourd'hui, on en est à fréquemment débattre à l'Assemblée et sur des plateaux de télévision
de l'accompagnement psychologique qu'il faudrait accorder à quelqu'un qui revient de Syrie après avoir coupé des têtes au nom de l'État islamique, parce que faisant amende honorable, bien sûr, il aurait besoin d'un suivi, d'une série de psychothérapeutes, d'un logement social, d'une allocation, de l'amour de la France et des Français, bien sûr, parce que nous devons être évidemment très tolérants. Mais par contre, pas de tolérance pour les enfants dans le ventre de leur mère, qui sont considérés comme gênants pour le confort, pour les vacances. Parce qu'il faut analyser les rapports sur l'avortement en France. Il faut analyser les dates. Il faut voir les motivations. Il faut observer les pourcentages de demandes d'avortement, de confort, comme on dit. C'est le terme officiel, hein, avortement de confort. Parce qu'une naissance durant les vacances, c'est gênant. Ça perturberait le séjour au soleil. Après tout, on a quand même d'autres choses à faire. Il y a l'avion, il y a la plage, il y a les cocktails, il y a les soirées. On va pas s'ennuyer avec un boulet au pied durant les vacances d'été quand même. Alors l'avortement, c'est tellement facile aujourd'hui. Puis on a un chien. Puis on a bientôt un robot. Alors pourquoi s'ennuyer avec des enfants? Et oui, quelle est donc cette société qui refuse d'accueillir chaque année la vie de 225 000 enfants, mais qui veut nous obliger à accueillir chaque année des centaines de milliers d'immigrés extra-européens? Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une hypocrisie extraordinaire qui devrait éveiller les consciences des Français, mais qui, lors d'un débat télévisé, montre que les choses sont exactement pendantes, que c'est simultanément les mêmes qui nous demandent de favoriser l'avortement et qui nous demandent d'accueillir les immigrés. Ce sont les mêmes. Une autre mesure, nous réclamons l'abrogation de la loi Pleven-Guesso et de toutes les dispositions liberticides qui visent à museler le pays réel. Oui, il faut libérer le bon sens, il faut permettre de dire la vérité, toute la vérité, et aujourd'hui, eh bien, les lois sont faites pour empêcher de dire toute la vérité. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, nos maîtres à penser vantent la liberté d'expression. Pour le mal, bien sûr. La liberté d'expression pour les pornocrates, la liberté d'expression pour les pervers, la liberté d'expression pour le vice, la liberté d'expression pour la théorie du genre, la liberté d'expression pour les remodelages historiques destinés à nous conduire à la repentance permanente, mais il n'y aurait pas de possibilité pour la vérité de s'exprimer, ni pour la religion qui devrait être vécue au fond des sacristies ou dans son salon, mais pas dans la vie publique. Pas de place non plus pour la vérité historique qui irait à contre-courant de la pensée officielle. Pas de liberté de parole pour la remise en cause du renversement des mœurs, ou de la submersion migratoire, ou du grand remplacement. Tout ça ne devrait pas pouvoir s'exprimer librement. C'est quand même formidable que ceux qui promeuvent la liberté d'expression pour le mal tiennent tant à museler le vrai et le bon. Alors,
Je continue l'énumération de nos propositions. Interdiction, bien sûr, de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui. Ni les enfants, ni les ventres de femmes ne sont des marchandises à louer ou à vendre. Mais il faut maintenant aller plus loin et interdire aussi le transhumanisme. Il faut penser aux étapes suivantes, parce que la PMA et la GPA ne sont, retenez cela, que des étapes vers l'organisation par des scientifiques démiurges d'une procréation artificielle abominable. J'ai tenu il y a quelques jours une conférence au Pontet où j'ai longuement expliqué, citation à l'appui de gens comme Jacques Attali, mais aussi de toute une série de responsables de la génétique, de prix Nobel scientifiques, etc., qui prédisent l'avenir et annoncent l'utérus artificiel. Le moment où il n'y aura plus de femmes qui porteront leurs enfants, mais où ce seront des machines qui seront destinées à cela. Songez qu'on en est en laboratoire à faire des recherches sur ce qui est appelé officiellement l'enfant synthétique, entièrement conçu en laboratoire, l'enfant synthétique. Et songez que d'éminents scientifiques, des hommes d'affaires très riches, des personnes de premier plan du mondialisme expliquent avec un aplomb extraordinaire que ceux qui refuseront de se plier à ce transhumanisme, à cette intelligence artificielle, à ce qu'ils appellent l'homme augmenté, deviendront les domestiques de demain. Ils disent même les chimpanzés de demain. Donc, encore une fois, un gouvernement qui a le souci du bien commun, un gouvernement qui se soucie réellement du bien du peuple dont il a la charge, devrait se précipiter pour interdire tout ce qui a trait au transhumanisme en France. Or, vous avez des laboratoires, des séminaires, des organisations, des hommes d'affaires ayant pignon sur rue en France qui collaborent à ces projets démoniaques. Je continue. Au sujet des sociétés secrètes, c'est un point ô combien important, nous demandons dans un premier temps, et sous peine d'interdiction d'exercice de la fonction, d'obliger à rendre publique l'adhésion à la franc-maçonnerie ou à toute autre société secrète, de type du Club Le Siècle ou le Bilderberg, dans le cas des élus politiques, des candidats aux élections, des magistrats, des fonctionnaires et bien sûr des journalistes. Puis bien sûr, nous disons bien dans un premier temps, parce que c'est une façon de les forcer légalement à se dévoiler, parce qu'ensuite, il est nécessaire, il est indispensable que dans un second temps, un gouvernement véritablement soucieux du bien commun, du bien de la France, un gouvernement véritablement catholique, interdise la franc-maçonnerie et l'ensemble des sociétés secrètes, entraînant l'interdiction d'adhérer ou de fréquenter ces sociétés secrètes, parce qu'il faut, oui, libérer la France de ces vipères lubriques. Oui, oui, parce qu'ils sont porteurs du mal, intrinsèquement. Nous voulons aussi la suppression de tous les avantages fiscaux accordés aux partis politiques. Nous le disons clairement.
et nous sommes les seuls. Il faut mettre fin à tous les avantages accordés aux partis politiques, qu'il s'agisse de la dotation, qu'il s'agisse des déductibilités fiscales, parce que le pouvoir politique, les partis politiques doivent être à même de se financer par leur soutien, par leurs adhérents, et pas par l'ensemble des contribuables. Si un parti reflète une envie réelle, pressante d'un grand nombre de Français, eh bien, il trouvera des adhérents. Si il ne trouve pas des adhérents, eh bien, il n'a qu'à serrer sa ceinture. De la même façon, il faut la suppression de toutes les subventions à la presse. Les impôts des Français doivent cesser de servir à rémunérer des entreprises de mensonges organisés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des journaux doivent vivre entièrement sous perfusion grâce à l'argent des contribuables, pour nous mentir, pour nous intoxiquer, pour nous désinformer, pour nous lobotomiser, pour nous asservir? Tandis que toute initiative nationale, dissidente, prêchant un discours de vérité, est soumise à de multiples tracas. Là encore, il faut faire table rase de toutes ces entreprises de mensonges qui ne vivent que grâce à l'argent de l'ensemble des contribuables. Qui lie l'humanité? Qui lie l'humanité? Et pourtant, que d'argent chaque année du contribuable pour permettre le maintien de cette pensée antique et totalitaire. Il faut interdire de concentrer la détention des médias dans quelques mains. Qu'un homme d'affaires franco-israélien comme Patrick Drahi puisse être le propriétaire de BFM, de RMC, de Libération et de l'Express et de bien d'autres médias démontre à quel point quelques puissances financières peuvent organiser la désinformation à leur gré et comme en ce moment nous manipuler jusqu'à décider de qui occupe l'Élysée. On sait bien qu'un Jacques Attali se vante qu'un bankster Macron soit sa créature, parce que ce Jacques Attali lui a fourni tout l'entourage, tout le cercle d'amis des Rothschild, toutes les clés pour accéder à tous les médias qui appartiennent à une petite camarilla. Eh bien, tout ça, il est temps que cela cesse. Il faut aussi supprimer le financement public des centrales syndicales. Ces centrales syndicales qui, si souvent, prennent l'ensemble des Français en otage. Il est temps que nous cessions de payer encore et encore pour ceux qui nous mettent dans l'embarras. Il faut aussi supprimer à tous les échelons de l'État et des collectivités territoriales et locales des subventions et des avantages fiscaux accordés aux associations, hormis celles véritablement d'intérêt général. Songez aux dizaines, aux centaines de millions d'euros offertes à toutes ces associations parasites. Cet argent, votre argent, qui sert à payer le MRAP, le SOS Racisme, la LICRA, SOS Homophobie, qui doit financer les associations de jeunes pour qu'ils proposent des soirées rap, des murs à graffiti, des ateliers
de coiffure afro. Il est temps quand même que l'argent des Français serve à autre chose. Il faut interdire dans toutes les écoles et les universités toute activité liée aux organisations communautaires et aux lobbies. Il est temps qu'on cesse de faire entrer dans les écoles des représentants des associations homosexuelles, lesbiennes, transgenres, queer, intersexes, etc., 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 pour expliquer à nos enfants qu'il faut avoir l'esprit ouvert à toutes sortes de pratiques sexuelles. C'est quand même abominable de songer que tant et tant de parents confient leurs petits-enfants qu'ils tentent de préserver au sein de leur foyer, dans des écoles où des gens aux mœurs contre nature viennent mettre leurs pratiques à l'honneur avec main et main exemples descriptifs de leur vice, de leur perversion, de leur imagination débridée. Franchement, comment a-t-on pu descendre si bas pour que ce soit les écoles qui deviennent les complices d'une entreprise de perversion de nos enfants? Encore une fois, oui, si la France était un État catholique, nous n'en serions pas là. Il faut évidemment restituer aux familles leur autorité et leur liberté, notamment par le chèque scolaire, pour que leurs impôts financent l'école de leur choix. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tant de parents, par leurs impôts, financent des écoles de la République maçonnique, où l'on sait qu'il y a une entreprise de perversion et d'acculturation organisée de façon massive, tandis que les parents qui veulent préserver leurs enfants en les mettant dans des écoles hors contrat doivent payer chèrement. Donc ces parents qui ont conscience des problèmes payent deux fois. Ils payent un prix exorbitant pour mettre leurs enfants dans des écoles hors contrat, et ils payent par leurs impôts l'organisation de l'entreprise de subversion dans les écoles de la République maçonnique. C'est un vol, c'est un véritable vol, c'est un racket organisé. Il faut abroger tous les protocoles signés entre l'État ou l'un de ses ministères et des associations de type communautariste, LGBT, CRIF, l'ICRA, etc. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, on observe régulièrement, que ce soit sous la présidence de Sarkozy, de Hollande ou de Macron, des représentants de ces officines signer des protocoles avec les ministres. Mais de quel droit? De quel droit la LICRA? De quel droit le CRIF? De quel droit les lobbies homosexuels? De quel droit ces officines de l'anti-France viennent signer des protocoles avec les ministres pour dicter la rédaction des lois, des décrets qui organisent notre quotidien? C'est une tyrannie. C'est un pouvoir non élu. Ces gens-là se prétendent sans cesse démocrates. Je suis guère démocrate, je vous rassure.
Mais eux se prétendent démocrates. Et pourtant, que d'imposture, puisque c'est un pouvoir occulte qui dicte la rédaction des lois. Il faut, nous en sommes convaincus, le rétablissement des corporations professionnelles, seule façon de mettre fin à la lutte des classes. Vous savez, autrefois, ces corporations, elles étaient garantes d'une véritable justice sociale. Parce que une famille professionnelle avait des intérêts communs. L'ouvrier, comme le petit patron, avait un même destin. L'échec ou la réussite de l'un était celui de l'autre. Aujourd'hui, avec la disparition des corporations, les syndicats politiques, la lutte des classes permanente, on est dans ces conflits sociaux incessants qui nous amènent à nous opposer les uns aux autres. Les Français ne s'aiment plus. Les Français sont amenés à se détester par un plan organisé de ceux qui encadrent notre vie, notre société. Il faut la simplification majeure des obligations administratives des paysans, des artisans, des commerçants, des professions libérales et des petites entreprises, parce que ce sont eux les véritables acteurs économiques de ce pays. Ce sont eux qui offrent véritablement l'emploi. Ce ne sont pas les multinationales, ce ne sont pas les grands consortiums qui sont les véritables acteurs économiques qu'un pays soucieux du bien commun doit flatter, encourager, privilégier. On sait bien qu'une multinationale, elle n'a pas ni patrie ni cœur, elle n'a qu'un portefeuille, elle n'a que des actionnaires, elle n'a que des indices boursiers, et à chaque fois qu'elle licencie, les actionnaires sont contents. Est-ce que véritablement il est normal que l'État, depuis des décennies et encore, flatte et favorise les supermarchés en tuant les petits commerçants, flatte une politique européenne d'agriculture qui tue les paysans français, favorise un schéma qui fait que nous mangeons des produits infâmes, de mauvaise qualité, produits à l'étranger, en même temps que nous mettons à mort nos paysans français qui pourraient nous garantir une alimentation correcte dans des conditions correctes. Tout cela, encore une fois, c'est la démonstration d'un plan organisé par ceux qui sont les vrais maîtres du pouvoir aujourd'hui, qui sont mondialistes, qui sont antichrétiens, qui sont l'anti-France. Il faut bien sûr aussi réclamer la suppression des droits successoraux. Est-il normal que une personne qui économise pour acheter un bien voit ensuite la transmission de ce bien être détricotée au bout de 3 générations? Que reste-t-il? Rien. Pourquoi serait-il normal qu'à chaque étape d'une succession, ce soit l'État qui se gave encore et encore? Nous payons à chaque étape, nous payons quand nous travaillons, nous payons quand nous achetons, nous payons quand nous mourons, nous payons quand nous héritons. C'est un scandale.
Et pendant ce temps, cet État, il fait quoi de notre argent? Il paye la décadence, il paye l'immigration, il paye la prostitution, la grande braderie de la France. Il faut instaurer des mesures visant à faciliter l'accès des familles françaises à la propriété. Parce que, on le sait bien, c'est un élément essentiel du bien d'un foyer. Un couple, un homme et une femme, qui se marient, accèdent à la propriété, éduquent leurs enfants dans ce foyer, amorce la vie familiale dans des conditions qui permettent un plus grand épanouissement. Il n'y a pas de raison que la grande majorité des Français soient aujourd'hui soumis en permanence au règne des usuriers. Aujourd'hui, on est dans le découpage immobilier, on est dans la segmentation, parce que justement on empêche la transmission à travers l'héritage des biens de façon normale, naturelle, en ponctionnant sans cesse la transmission, mais aussi parce que on voit bien tout est fait pour endetter la majorité des Français. Les endetter de telle façon qu'ils ne soient plus dans les conditions qui permettent d'accéder à la propriété d'un petit bien. Regardez à quel point aujourd'hui cette société matérialiste pourrie, décadente, dégénérée, fait tout pour que nous vivions en permanence avec l'attrait de faux besoins. Il faut sans cesse dépenser plus que nous gagnons pour afficher des marques, des produits inutiles. Il faut avoir le dernier smartphone, comme si le précédent ne fonctionnait pas suffisamment. Il faut avoir des vêtements de marque. Il faut afficher des signes extérieurs sans se soucier du bien commun. Les gens perdent toute notion de bien commun. Ils ne savent plus ce que c'est que vivre. Regardez le comportement des gens dans un wagon de métro, dans un wagon de train. Regardez, vous avez affaire à des troupeaux de veaux. Ils sont là, non pas à se parler, non pas à lire. Ils ne connaissent plus un livre pour la plupart d'entre eux. Non, ils sont là devant un écran. Ce smartphone est devenu une extension de leurs mains, de leurs pattes pourrais-je dire. Ils sont là comme des animaux déjà transhumanisés. Ils sont là à regarder, à faire défiler. Et que l'on ne me dise pas qu'ils lisent des livres sur tablette, hein. Non. Ils regardent des photos, des titres. Ils croient être informés en lisant des titres du journal Métro. Ils regardent les photos de leurs amis sur Facebook qui posent à côté d'une Ferrari qui est garée devant la brasserie à côté du McDo auquel on va prendre un milkshake. Et pour frimer, on met sa fesse sur le capot d'une voiture de luxe pour dire regarde où je suis, avec qui je suis. C'est ça cette société aujourd'hui. La société du paraître. La société qui ne sait plus ce qui est le beau, ce qui est le bien, ce qui est le bon. La société qui ne sait plus plier le genou devant Dieu, mais qui le plie devant Mammon, devant le veau d'or. La société qui ne sait plus ce qu'est
un sacrifice, ce qu'est un carême, qui a de l'admiration pour le ramadan, mais ne sait plus ce qu'est carême, qui ne comprend pas le catholique qui s'habille décemment, parce qu'aujourd'hui, il faut que la jeune fille, pour se sentir épanouie, nous montre ses sous-vêtements dans le métro. C'est tout cela, c'est la ruine de cette société. C'est cette accumulation, cette addition d'éléments qui fait que nous sommes dans ce marasme. Quand un pays n'a plus de morale, quand un pays n'a plus de foi, quand un pays n'a plus de patriotisme, il n'y a plus de caractère, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus que des consommateurs guéris, des consommateurs interlopes, des consommateurs échangeables, des consommateurs nomades, qu'ils soient français, touaregs ou sénégalais. L'important, c'est qu'ils consomment Coca-Cola et McDonald's. Il faut arrêter toute immigration d'origine extra-européenne. Il faut organiser la rémigration. Il faut remplacer le droit du sol par le droit du sang. Il faut interdire la double nationalité. Il faut instaurer la préférence nationale dans les logements sociaux, dans l'emploi, etc. Il faut instaurer la règle de préférence nationale dans tout ce qui relève de la consommation de l'État, des collectivités territoriales et locales et de tout ce qui en dépend. Il faut abroger la loi Pompidou-Giscard d'Estaing-Rothschild de janvier 1973, responsable de l'endettement de la France. Il faut sortir de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN qui nous amène à faire la guerre dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. Il faut cesser d'être les mercenaires d'un gouvernement mondial et de faire mourir des soldats français sous un drapeau onusien, ou même sous un drapeau français pour des conflits qui ne sont pas les nôtres. Les soldats français doivent défendre la France, pas les banquiers apatrides et cosmopolites, pas le gouvernement mondial, pas l'ONU. Il faut un Frexit, oui. Parce que, quoi qu'il en coûte, il faut retrouver notre indépendance, il faut que nous soyons maîtres de notre destin. Mieux vaut vivre avec moins de moyens, mais en étant maître chez nous, que de vivre vassaux, mais esclaves, d'un matérialisme, d'un consumérisme. Nous sommes endettés. Nous sommes endettés. Mieux vaut vivre sainement et saintement, chichement, mais avec le plaisir de voir nos enfants qui grandissent dans de bonnes conditions, que de se retrouver la laisse et le collier de la laisse au cou, et de nous voir imposer une façon d'éduquer nos enfants qui fait que ceux-ci vont devenir des zombies. À ceux qui nous disent « Comment pourrait-on croire que cela reviendra ?» nous répondrons « Comment pourrait-on croire que l'on pourra encore longtemps se passer de tout cela ?» Parce que le temps des mesures s'achèvera tôt ou tard, soit par la mort de la France, soit par justement le retour de ces valeurs-là, de ces principes-là. Il faut rappeler sans relâche à qui l'oublie qu'un peuple ne se relève pas sans Dieu. Je terminerai par ces avertissements du cardinal Pie.
Le cardinal Pie fut évêque de Poitiers et Saint Pie X relisait, dit-on, chaque jour quelques extraits des écrits de ce grand cardinal antilibéral, grand connaisseur de la doctrine catholique. Je vous cite donc ce passage d'un écrit de cardinal Pie, tellement actuel. Sachez-le donc bien, homme d'ordre et de conservation, si le désordre finit par triompher en France, s'il vient un jour de complète ruine, vous serez responsable au tribunal de l'histoire d'avoir opté pour tous ces malheurs, plutôt que de revenir à la pratique d'une religion qu'avaient pratiquée vos pères depuis plus de 14 siècles. Le salut était possible. Vous n'avez pas voulu l'acheter à ce prix. Que ces paroles soient écrites pour la génération à venir. Eh bien oui, méditons cela. C'est on ne peut plus actuel. C'est on ne peut plus nécessaire. Je pense que j'ai dépassé mon temps de parole. Donc, je vous remercie en tout cas de toute l'attention. Je voudrais peut-être, avant de terminer, vraiment, juste quand même ajouter une note positive et pratique. Bien sûr, toutes ces mesures que j'ai énumérées ici, vous me direz qu'elles sont belles, elles sont essentielles, mais comment y parvenir? Et de fait, à vue humaine, nous voyons bien que nous sommes conduits vers un tourbillon. Nous ne voyons rien qui nous permette de trouver espoir. Nous avons l'espérance parce que nous sommes catholiques, mais de fait, tout est là pour nous démoraliser. Alors je pense qu'en phase intermédiaire, eh bien, il est temps. Il est temps, il est urgent. Tant justement que les lois nous le permettent encore, d'organiser des villages gaulois et catholiques. Je veux dire par là qu'il est temps de voir comment mettre nos familles à l'abri, dans les meilleures conditions, et organiser des petites communautés qui pourraient continuer à vivre selon nos principes, nos coutumes, nos usages, notre foi. Je précise que ce que j'essaye de défendre ici, ce n'est pas une vision amiche. Je ne vous propose pas de vous enfermer dans un ghetto au fond des bois, dans lequel nous vivrons avec des calèches, coupés du reste du monde et condamnés à l'endogamie. Non. Je veux vous faire pointer du doigt ce constat que nous approchons d'épreuves terribles. Nous continuons à sombrer jour après jour. Rien ne nous permet à vue humaine d'envisager l'arrivée d'un chef d'État qui changerait le cours des choses en France. Ça signifie que dans un avenir proche, je vous ai dit tout à l'heure dans les références, l'ONU qui prévoit qu'en 2050, 3 habitants de la France sur 4 seront issus d'une immigration récente, 3 sur 4. Ça signifie que dans un très proche avenir, toutes les villes vont tomber les unes après les autres. Elles seront vouées à un chaos indescriptible, ad nauseam, entre d'abord la décadence la plus totale
et ensuite la transformation sociologique, culturelle, civilisationnelle la plus désappointante. Le seul côté comique, entre guillemets, parce qu'il faut parfois en rire, c'est d'imaginer ce que les nouveaux arrivants feront de ceux qui défileront dans quelques jours à la Gay Pride. C'est une phase intermédiaire qui ne manquera pas de piment. Mais en attendant, oui, je pense que nous devons avoir la lucidité de penser maintenant à des bases de repli. À des bases de repli. Parce que, à la façon des chefs militaires qui doivent envisager la situation lorsque la situation ne vous permet plus de gagner la bataille sur le terrain, il faut à ce moment-là envisager une retraite, stabiliser vos forces et prévoir ensuite, à partir de cette zone stabilisée, quand nous irons à la reconquête, eh bien, de la même façon pour nous. Il est temps d'envisager que les villes françaises étant promises à tomber dans un proche avenir, il faut d'ores et déjà prévoir des zones de repli, de toute urgence, pour y installer nos familles, y maintenir nos coutumes, y élever nos enfants comme nous le voulons, y installer des écoles, y installer des chapelles, y installer des artisans, y installer une petite paysannerie, nous organiser pour être autonomes dans bien des domaines. Alors je sais, ça a un côté apocalyptique, cela peut inquiéter, mais encore une fois, c'est la lucidité qui doit primer. Et soyons honnêtes les uns les autres, regardez l'état des lieux de la France, regardez l'état des lieux des forces en présence. Quand tout partira en vrille à toute vitesse, qui peut croire ici qu'il se trouvera d'un seul coup, spontanément, suffisamment de force de la résistance pour se coaliser et rétablir l'ordre? Non. Cela ne viendra pas spontanément, puisque ça n'aura pas été organisé. Il y aura des feux de paille, il y aura des initiatives de ci, de là qui seront vouées les unes après les autres à des échecs, certes peut-être héroïques, pleins de panache, mais condamnés les uns après les autres. Non, la seule façon de nous organiser, c'est de prévoir des îlots de résistance dans lesquels nous pourrons vivre selon nos coutumes, selon notre foi, selon les règles de notre civilisation, en vue de prévoir la reconquête quand Dieu le permettra. Voilà ce que je voulais vous dire et merci encore.